Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents pour ce premier événement en collaboration entre Commit Technology et DBT Labs. L'objectif de cet événement est de vous faire une présentation de l'outil DBT en français. Moi, je sais qu'il y en a d'autres, il y a des meet-ups qui le font, mais c'est l'occasion aussi de le faire, et de vous faire des retours d'expérience de clients qui utilisent, des clients francophones qui utilisent DBT dans leurs projets. Et donc, pour cela, je vais vous refaire un petit rappel de notre programme pour ce soir. On va commencer par une petite introduction d'une vingtaine de minutes, pardon, excusez-moi, et je
Nous sommes ce qu'on qualifie de makers, donc en gros, je vais simplifier, un peu vulgariser, mais on ne fait pas trop de slides, on aime bien aller dans la technique et aussi délivrer, c'est très important pour nous. On est indépendant, donc on n'est pas attaché à un éditeur en particulier, nous ne sommes pas spécialistes Microsoft, notre spécialisation, elle est sur la data. C'est vraiment ça qui nous importe. On a un engagement, d'où notre nom Commit, un petit clin d'œil pour les développeurs aussi, sur notre delivery et également auprès de nos collaborateurs sur tous ces aspects-là. Et on essaie d'avoir, bien sûr, pour nos collaborateurs, un équilibre entre la vie pro et la vie perso. C'est important pour nous aussi de faire attention à ça. Je vais passer très rapidement aussi sur nos choix technologiques. Vous voyez, je pense que tous ces logos vous sont familiers. Nous sommes partenaires donc là, c'est vraiment les technos avec lesquels on a l'habitude de travailler. Parmi ces technos, on a des partenariats privilégiés avec qui on fonctionne. Le premier étant DBT Labs, forcément. On est également partenaire de la solution Starburst et de la solution Databricks. Voilà. Et Talend, évidemment. Sur le cloud, nous sommes agnostiques sur les cloud providers. On travaille avec les 3 plus gros cloud providers que vous connaissez. On a également des compétences sur VH. Et après, parmi nos références, voilà, il y a quelques clients, mais vous en avez 2 ce soir qui vont faire les présentations. Voilà un petit peu pour le tour de raison et la présentation de Commit Technology. Je vais passer maintenant la main à Jérémy, qui va nous faire une petite présentation de DBT Labs, et puis des petits sneak peeks de trucs intéressants aussi. Merci. Bon. Merci Sébastien, merci tout le monde pour être venu ici. Est-ce que vous connaissez déjà DBT dans l'espace? Peut-être en main levée. Ok, moitié. Presque. Ok, c'est bon. Je vais parler juste un peu sur DBT. Je suis désolé pour les revues, pour les vrais experts dans l'espace. Mais on peut dire que le but de DBT, c'est la transformation des données dans le warehouse, dans les plateformes de données que vous avez, soit Snowflake, soit Redshift, soit BigQuery, soit Databricks, soit Starburst. En fait, il y a beaucoup plus, mais probablement dans les 5 montrés ici. Et DBT est situé, se met entre le data brut qui est ingesté par les outils comme Fivetran, Airbyte, les autres, beaucoup de ingestion custom, fait maison, on peut dire. Et aussi les données qui est préparées pour les dashboards, les reports, machine learning peut-être, on peut dire. Je ne sais pas le mot en français pour ça, mais vraiment, machine learning, trop bien, ouais. Parce que c'est nécessaire d'avoir une étape, vraiment, des transformations, des normalisations, des tests, des documentations pour savoir c'est quoi les données qu'on donne à vraiment tous les utilisateurs downstream. OK. DBT a grandi beaucoup depuis les débuts, dans 2016. C'était 8 janvier 2018. C'était ma première journée à DBT Labs. Donc, il y avait beaucoup de grandissement depuis cette année-là. DBT a été développé principalement par une boîte de conseil, très similaire, je pense, Commit. Ça s'appelait Fishtown Analytics en Philadelphie. J'étais à Philadelphie à ce moment-là. Et on fait DBT pour faire vraiment le travail des analyses de données. Le travail des Analytics Engineering, ça devient APLR. Donc, depuis 2020-2021, on fait aussi du logiciel commercial qui s'appelle DBT Cloud, autour de DBT Core, les principaux logiciels open source, qui est le vrai framework, le standard pour tout ce travail. Et le but de DBT Cloud est d'offrir une manière très accessible, mais aussi une plateforme très bien gouvernée pour fournir une grande boîte, ou aussi une petite boîte, pour utiliser, pour adopter, pour grandir avec DBT chez eux. Okay. Ça, c'est une ancienne phrase qui c'était sur le site web avant, c'est pas sur le site web de nos jours, principalement parce qu'on est plus fun
on est très sérieux maintenant. Mais DBT, c'est une framework pour le développement qui est la combinaison des SQL modulaires et aussi les pratiques, les meilleures pratiques de software engineering, je sais pas, pour fournir une transformation de données qui est reliable, fast and fun. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour continuer cette voyage, cet développement? J'ai écrit au février de cette année une roadmap pour cette année de développement open source, mais aussi de développement en DBT Cloud aussi, parler des histoires entre DBT holistique entière. C'était beaucoup de trucs, mais on peut revisiter ou revoir quelques trucs qui étaient là, juste pour regarder depuis février, dans les derniers 6 mois, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, il y avait un vrai challenge pour les grandes boîtes qui ont adapté DBT sur eux. Par exemple, Siemens, on va écouter un peu de ça. Et pour les équipes de data platform qui veulent fournir leur équipe, leur domaine, beaucoup de gens pour utiliser DBT. Le grand problème, est-ce que c'était le grandissement, vraiment. C'était le problème d'avoir une monolithe pas accessible, pas très performante à scale. Et la solution c'est très très intéressante pour nous, c'est une solution de séparer les projets d'une grande monolithe de DBT dans projets accordés avec les équipes différentes, les domaines différents, mais toujours avec la possibilité d'avoir des lineages entre les projets et la visibilité, la découvrabilité entre les équipes différentes. Ça, c'est l'idée. Ça, qui devient, c'est un petit regard sur les possibilités, sur les réalités. Vraiment, j'annonce qu'il y aura des annonces dans 2 semaines dans notre conférence qui s'appelle CoLS. J'espère que tout le monde est familier. Peut-être pas. C'est dans beaucoup de lieux. Le plus proche est à Londres, malheureusement. Pourquoi? Je ne sais pas. Pas Paris, pas Marseille. Mais il y a aussi une option virtuelle sur ligne. Et j'ai vraiment conseillé. Mais ça, c'est une vue, juste une petite amuse-bouche pour le repas qui vient, vraiment. De voir les lignages entre les projets. Ça, c'est le domaine de finance, dans les grandes boîtes de Jaffel. Et c'est possible de voir qu'il y a une plateforme projet qui vient des modèles publics à ces projets-là, et aussi que les projets, le domaine des marketing, utilisent aussi notre modèle public qui s'appelle Ordre, et c'est gouverné, et c'est visible, et c'est possible de découvrir par tout le monde. OK, ça c'est juste le prévu. 2 semaines, plus info. Ça existe aussi, une possibilité de développer sur le command line pour les vrais développeurs. Ouais, non, mais pour les gens qui préfèrent. Mais toujours avec DBT Cloud comme la plateforme, parce que c'est nécessaire d'avoir des metadata comme ça, pour avoir des utiles, pour avoir les vraies performances, mais aussi pour avoir les liens entre les projets que j'ai décrits avant. Et aussi une nouvelle semantic layer. Tranche sémantique, non, c'est pas ça. Couche, ok. Canapé sémantique, non, je sais. C'est pas possible de voir les. Non, c'est pas trop grave. La vraie idée, est qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle à nous, qui s'appelle Metric Flow, qui est très très capable de faire des queries très compliquées, mais avec les inputs très structurés, et pour avoir les meilleures performances à scale, mais aussi dans le moment, dans le temps réel. Et c'est accessible beaucoup des utiles, des visualisation. Beaucoup de détails qui viennent très bientôt. Mais je pense que ça, c'est tout pour moi. Sauf CoLS, comme j'ai dit, je vous conseille. Avec ça. Merci. Merci.
Merci beaucoup, Jérémy. On a hâte de voir les vraies annonces à Coalesce. Donc oui, Coalesce en 2 semaines. Coalesce dans 2 semaines. Je pense que vous l'avez. On a rajouté nous aussi un petit événement qu'on va organiser d'ici fin novembre avec un de nos partenaires qui est Starburst. On va faire une démonstration de l'interconnexion entre ou en tout cas démontrer la valeur ajoutée de faire interagir ces 2 outils, que ce soit Starburst et dbt Cloud. C'est quelque chose qu'on a déjà fait lors du salon Big Data AI de la semaine dernière, en tant qu'atelier qu'on a fait. Donc là, on va aller continuer dans ce sens-là. On va continuer. Donc maintenant, on va rentrer plutôt dans le concret avec nos retours clients sur les projets DBT. Donc on va rentrer dans le Rex de Siemens. Et donc c'est parti. Donc vos interlocuteurs, ce seront donc moi-même et Patrick pour vous présenter ce Rex. De quoi va-t-on vous parler ? En 2 mots, pour vous faire une petite présentation, un sommaire global. Dans un premier temps, on va vous présenter la société Siemens pour ceux qui ne la connaissent pas, ça peut arriver. Ensuite, on va vous présenter un petit peu le contexte dans lequel le projet s'est réalisé. Suite à ça, on vous fera une présentation de l'architecture et de l'implémentation associée. Les différentes phases du projet, enfin quelles ont été les phases importantes du projet, je vais le dire comme ça. Et ensuite, un petit zoom sur le cycle de livraison, comment on livre, nous, dans l'environnement Siemens, les différents développements qu'on effectue. Et ensuite, une petite conclusion. Je vais donc passer la main à Patrick pour la petite introduction Siemens. En effet. Merci Sébastien. Siemens, c'est une entreprise qui a été fondée en 1847, un petit peu plus oui, c'est pas 2 ans. Oui. Sommes un groupe de 300 000 personnes. Oui, aussi. Et nous avons été actifs dans tout ce qui était électrification, et nous sommes toujours actifs dans tout ce qui est électrification, dans différents secteurs. Et depuis quelques années, on est persuadé que la digitalisation est réellement en train de transformer notre monde et notre société. Et donc, nous, on souhaite accompagner en fait nos clients dans cette digitalisation pour permettre d'avoir un futur qui sera durable et de s'insérer dans le monde économique que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est la vision de notre grand patron que vous voyez là. C'est pas moi. Un petit mot peut-être quand même sur les secteurs d'activité Siemens. Donc, vous connaissez certainement les frigos et les aspirateurs que nous ne faisons plus. On s'est focalisé sur 4 secteurs d'activité. L'industrie, et principalement la digitalisation dans l'industrie. Sur les infrastructures, donc tout ce qui est bâtiments, smart grid au niveau des réseaux électriques. La mobilité, donc vous avez certainement déjà pris, il n'y a pas que Alstom, on peut le dire comme ça. Il y a aussi des trains qui sont fabriqués par Siemens. On fait des métros installés par exemple à Rennes, le fameux métro automatique. La ligne 14 de ici Paris, c'est fait par Siemens aussi. Mais ça va aussi jusqu'à des camions qui roulent le long des autoroutes avec une caténaire qu'on installe et un pantographe que le conducteur peut lever au moment où l'autoroute est équipée de cette caténaire. Et enfin, le dernier secteur principal sur lequel Siemens est axé, c'est tout ce qui est la santé. Donc l'imagerie médicale, quand vous passez un scanner, il y a une chance sur 2 que vous allez passer entre les mains de la technologie Siemens. Je passe sur les portfolio companies et Siemens Advanta. Il y a aussi une série de services, 3 services qui soutiennent nos activités. Un service financier qui permet de proposer à nos clients des solutions de financement de leurs projets. On a aussi du real estate. Et enfin, on a Global Business Services avec plus de 10 000 personnes
qui supportent Siemens dans ses activités internes, mais qui supportent aussi d'autres clients externes. Voilà pour la présentation de Siemens. Je vais vous dire un mot maintenant concernant le projet que nous avons réalisé avec Commit. Et donc, c'est un projet que nous n'avons pas réalisé au niveau de Siemens mondial, mais qui s'est focalisé sur Siemens Belgique, qui était lié à la gestion de la flotte des voitures de société. À savoir qu'au début du projet, ce qui a déclenché le projet, c'est le constat, ou les constats, qui sont les suivants. C'est la possibilité, à ce moment-là, de fournir un reporting avec le niveau de détail qui était souhaité. On avait aussi une taille de flotte qui était relativement conséquente, plus de 1500 véhicules. On se trouve dans une période aussi où l'industrie de l'automobile est en train de se transformer de manière importante. J'ai repris ici les augmentations des coûts sur le carburant, le prix des véhicules, le fait que maintenant nos véhicules sont électrifiés, qu'il y a des bornes de recharge qui se trouvent sur le site, dans le domaine public, chez les collaborateurs à la maison. Tous ces éléments font que il y avait une série d'enjeux qu'on a décidé de relever avec ce projet pour pouvoir avoir d'abord une analyse correcte de notre parc, pour pouvoir sortir toutes les informations nécessaires. On a aussi souhaité pouvoir accompagner la transformation de notre parc et que les personnes qui sont à la gestion opérationnelle du parc, qui est en train de s'électrifier, puissent avoir une série d'indicateurs pour qu'ils comprennent la vitesse à laquelle ça se passe et la vitesse ou le manque de vitesse dans cette transformation de notre parc. Et enfin, sujet qu'on retrouve dans tous les projets de data, on a souhaité aussi pouvoir améliorer la qualité de nos données. C'était réellement un enjeu dans le cadre de ce projet. Je passe la main pour le projet. Est-ce que je garde ce micro ou je prends les deux. Merci Patrick. Donc oui, on va rentrer un peu plus dans le concret par rapport au projet que Patrick vient de nous présenter, enfin en tout cas du contexte associé à ce projet-là. On va déjà commencer par vous expliquer quel était le statut des flux et de la situation d'un point de vue un peu technique avant qu'on initie le projet. Et comment ça s'interagissait, comment tout interagissait, pardon. Dans les éléments du système, on a un premier logiciel qui se nomme Traxol, qui est un logiciel de gestion de flotte de voitures, éditeur français, et ensuite l'ERP SAP qui contenait les données. Comment ça se passait? Eh bien, en fait, ça commençait déjà par un échange entre SAP et le logiciel Traxol, un échange automatisé, celui-ci, via un ETL qui s'appelle Talend, qui permettait de faire une extraction des données factures et fournisseurs pour les fournir finalement à Traxol. Donc ça, c'était la première étape finalement, c'était automatisé, ça se passait plutôt bien. Ensuite, une fois que Traxol récupérait ces informations-là, le rôle de Traxol a été de ventiler les différents coûts par centre de coût, centre de refait associé. Il faut savoir que dans le mode de fonctionnement global, Siemens reçoit des factures de ses fournisseurs, mais des factures globales. Si par exemple le fournisseur, c'est un fournisseur de carburant, il va fournir une facture mensuelle de temps. Mais on ne sait pas derrière que c'est telle voiture, tel centre de coût, etc., etc., etc. Donc tout l'enjeu, que soulignait tout à l'heure Patrick, c'était d'arriver aussi à améliorer tout ça et de pouvoir le suivre un peu plus finement. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passait? Traxol recevait ces informations-là, essayait de faire cette ventilation par rapport aux informations de facturation et de fournisseurs qu'il avait, et fournissait de manière manuelle un fichier Excel aux équipes Siemens, qui se retrouvaient donc en charge de faire le traitement manuel de rapprochement et de vérifier que tout était en concordance par rapport à la facturation. Et pour ça, il y avait des allers-retours avec l'éditeur, etc., etc.
Une fois cette analyse faite, le fichier, il y a un fichier qui était préparé pour une insertion des données ventilées dans les bons comptes de comptabilisation auprès des SAP pour vérifier la balance. Donc voilà, tout ce processus-là était finalement un processus très manuel. Il y avait aussi, via ces actions, forcément un manque de confiance sur la donnée qui était vraiment traitée, le rapprochement possible, et puis en plus, comme l'a annoncé Patrick aussi, il y avait aussi d'autres enjeux, puisque les budgets augmentaient, les écarts pouvaient également augmenter, et donc il fallait essayer de renforcer tout ce traitement-là, et d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans le suivi du détail des factures. Et donc pour ça, on a mis en place le projet de suivi des coûts. Comment ça s'est passé? C'est assez simple. Voici l'architecture, qui est assez simple. On s'est basé sur la stack data qui était en cours d'implémentation chez Siemens à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément fait le choix d'un outil en particulier, on a fait le choix d'une stack que Siemens Corporation était en train de mettre à disposition dans le cadre de leur politique globale. Bien sûr, on avait le choix de plusieurs outils, mais nous, on s'est approché de ces outils-là puisqu'on sentait que ça allait répondre à notre besoin de suivi, de pilotage, de reporting de nos données de facturation. Donc, c'est assez simple sur cette architecture. Vous avez les sources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y avait d'autres types de fichiers également qui étaient là. La moulinette Talend qui va nous servir à aller récupérer ces données-là et les déposer finalement dans une nouvelle brique qui n'existait pas avant, qui est Snowflake, donc la mise en place d'un Cloud Data Warehouse au sein de Siemens, et découper dans différentes zones de traitement que je pense que tout le monde connaît, avec une landing zone qui est la zone de réception des données brutes, et ensuite différentes étapes. Je reviendrai après tout à l'heure sur ce qu'on fait dans les différentes étapes. Bien sûr, ces différentes étapes de transformation de données, elles sont faites via l'outil dbt, qui nous permet, comme on l'a vu tout à l'heure et Jérémy nous a présenté, c'est un outil qui nous permet de faire de la transformation de données au sein des Cloud Data Warehouse, en s'appuyant sur un langage que tout le monde connaît, qui est SQL, mais je vais y revenir juste après. Et au bout de cette chaîne, bien sûr, faire en sorte qu'il y ait des reports, du pilotage, de l'analyse, et pour ça, le choix a été fait de la solution Tableau, pour pouvoir faire ces reportings, sachant qu'on avait le choix de beaucoup de logiciels différents. Donc voilà l'architecture sur laquelle on s'est basé pour répondre à la problématique. Pourquoi on a choisi dbt dans notre contexte? Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est basé sur la stack qui était en train de se construire, mais on a quand même aussi essayé d'analyser les choses et on n'est pas allé les yeux fermés. Il y avait plusieurs choses qui faisaient que dbt ressortait du lot et nous rassurait sur le fait d'aller choisir cet outil. Déjà, la première chose, c'est que globalement, on sentait que c'était un outil qui s'intégrait très bien avec les Cloud Data Warehouse. Quelque chose qui arrivait de nouveau, on s'est dit autant tout de suite rentrer dans les bonnes pratiques et utiliser un outil qui répond aux problématiques d'aujourd'hui. Donc ça, la première des choses. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui se base sur du SQL. Tout le monde connaît le SQL. Faire des transformations SQL, c'est super. Donc ça, c'était bien. Une des fonctionnalités qui est très très agréable avec dbt, c'est son interaction très forte, la possibilité de versionner son code SQL. Ça, c'est quand même très fort et ça permet vraiment de faire des évolutions et des retours en arrière de manière très aisée, ce qui n'est pas forcément facile quand on fait des scripts SQL classiques, j'ai envie de dire. Et aussi également tout ce qui est gestion des environnements et cycle de livraison, puisque justement, comme on est en mesure de versionner, comme on est en mesure de s'appuyer sur Git, finalement, on va pouvoir aussi s'appuyer sur toute cette puissance des gestions de branches pour pouvoir gérer nos environnements et nos livraisons, finalement, des différents codes sources dans nos différents environnements. Donc ça nous a beaucoup plu. Et ensuite, le dernier point qui nous a vraiment qui a fait pencher la balance, entre guillemets, c'est la partie data lineage. Clairement, le fait d'aller créer les différents modèles, les différentes étapes de transformation avec dbt, vous permet de voir par quel chemin transite la donnée pour arriver à telle table. Donc ça, c'est quand même un plus. Et voilà pourquoi, finalement, dbt s'inscrivait très bien dans le cadre de notre problématique. Ensuite, pour ce qui est de l'implémentation, elle a été assez standard, à vrai dire. On est parti, donc les différentes étapes que j'ai remis en bas, les sources, le staging, la transformation, le report. Très simple. C'est les différentes zones dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc dbt, c'est un outil qui est très pratique pour traiter des informations dans une base de données, mais tout ce qui vient, mais il faut que les données soient dans la base de données.
Donc la première des choses à faire, c'est forcément d'aller chercher ces données qui se trouvent, elles, dans le système d'information ou dans des fichiers, etc., etc. Donc pour ça, forcément, on a implémenté des processus ETL, comme je disais tout à l'heure avec Talend, pour pouvoir aller récupérer les différentes sources dont je vous parlais, les fichiers Excel, etc., les exports aussi des SAP, pour pouvoir les mettre dans cette landing zone. L'objectif de cette landing zone, c'est vraiment de récupérer les données brutes le plus possible, sans modification, pour qu'on puisse après faire différents types de traitements dessus et qu'on puisse capitaliser sur les données qu'on récupère, finalement. Donc ça a été la première étape de cette implémentation, qui, comme je vous l'ai dit, est assez standard. Ensuite, et ça fait partie finalement des bonnes pratiques quand vous implémentez, que ce soit un data warehouse ou un lakehouse ou ce que vous voulez, différents types d'étapes de transformation de données, vous allez les découper. La deuxième étape qu'on a dans le cadre de ce projet, c'est la zone de staging. Donc finalement, elle se base sur les données brutes qui sont dans votre landing zone, et elle va se charger de faire les premiers nettoyages, filtres, renommage de colonnes, qui vont permettre après d'être cohérent finalement dans les données et dans la manière dont on va les transformer au fur et à mesure dans les étapes suivantes. On peut également, et dans le cadre de ce projet-là, on a aussi commencé à appliquer des filtres de périmètre, puisque finalement, dans les données brutes qu'on récupère, on récupère plus que ce qui nous intéresse, en termes par exemple, d'entité juridique et ce genre de choses. Donc là, on commence tout de suite à se dire, OK, dans mon staging, je vais filtrer que ce qui m'intéresse, via des paramètres, bien entendu, des macros, ce genre de choses. On reviendra dessus après. Ensuite, une fois que ce staging est défini, on est passé dans une zone... Et ça, ces différentes étapes, c'est vraiment les best practices DBT. On a best practices DBT, et en plus, comment l'environnement Snowflake chez Siemens s'est implémenté. On est vraiment rentré dedans. Et puis globalement, c'est ce qu'on fait aussi dans tous nos projets. Donc ensuite, sur cette partie staging et transformation, l'idée, c'est vraiment d'aller commencer à faire vos véritables transformations de données, les croisements, les enrichissements, les transformations, la standardisation, la normalisation de vos données, et surtout commencer à les préparer pour la modélisation qui va arriver par la suite, qui est celle qui va vous permettre de faire votre modélisation classique de données, BI, que ce soit modélisation en étoile ou autre. Et c'est là où vous allez faire vos calculs d'indicateurs, vos agrégations, qui, elles, après, vont être consommées par vos outils de reporting. Donc voilà, un peu la démarche qu'on a eue. Rien de bien transcendant, mais en tout cas, bien implémenté. Je vais me permettre là de juste vous montrer, parce que depuis tout à l'heure, on vous parle de DBT. Je ne sais pas si vous avez déjà vu DBT Cloud, donc je vais juste vous permettre de vous montrer l'interface de DBT Cloud, comme ça vous voyez un peu de quoi on parle, et après je passe à la suite. Alors, il est possible que j'ai un effet démo, ne vous inquiétez pas. Alors, oui, forcément, bougez pas. Voilà, donc ça, c'est l'interface de développement, c'est l'idée DBT, de DBT Cloud, qui est assez basique, mais efficace. Donc, en 2 mots, vous avez en haut à droite votre menu qui va vous permettre de définir vos projets. Vous travaillez au sein d'un projet, et un projet, c'est une connexion, in et out, j'ai envie de dire. Sur ce projet-là, ensuite, vous allez avoir, une fois que vos connexions sont définies, bon, je pourrais aller vous montrer les différents types de connexions, mais au cas où, je vous montrerai à la fin, plutôt, pour ne pas perdre trop de temps. Vous avez un menu principal, qui est le menu Développe, dans lequel vous allez faire vos développements. D'accord ? Derrière cet environnement-là, j'ai oublié de préciser, mais je l'ai dit tout à l'heure, on est connecté à un système de versionning. D'accord ? Donc on est soit sur du GitHub, soit on est sur du GitLab, soit on est sur du Bitbucket, de l'Azure DevOps, ce que vous voulez. Mais finalement, on est avec un environnement qui fonctionne en branche. Et justement, on peut après gérer tout ce qui est branche à ce niveau-là sans problème. D'accord ? Ce qui est important, c'est qu'après, voilà, on se retrouve avec une arborescence de dossiers, qui est l'arborescence de dossiers qu'on retrouve normalement dans un projet DBT. Et on va manipuler des notions qui sont propres à DBT. Donc tout à l'heure, je vous parlais des différentes étapes. Finalement, ces différentes étapes, elles sont formalisées au sein de dossiers. Par exemple, ici, j'ai une sorte de staging. Et à l'intérieur de ces dossiers, je vais trouver ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir des modèles. Qu'est-ce qu'un modèle ? C'est du SQL, avec un petit peu plus que du SQL, puisqu'on est en mesure d'aller implémenter des fonctions. On utilise un langage qui s'appelle Jinja, pour ceux qui sont familiers de Python, je pense que ça leur parle. On va pouvoir justement un peu générer son code SQL en fonction de ses besoins. D'accord ? Donc voilà je voulais juste vous montrer ce qu'est un modèle SQL, que vous compreniez. Et aussi, on voit tout de suite, un modèle DBT, pardon, on voit tout de suite en dessous le lineage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc dès qu'on ouvre quelque chose en DBT, on sait les dépendances et les interdépendances entre les différents modèles
ce qui permet vraiment d'être très efficace sur l'analyse des problématiques de données qu'on peut avoir. D'accord ? Si vous avez des questions après sur les fonctionnalités, on pourra voir ça par la suite. Je vais m'arrêter là et reprendre la présentation. Incroyable. Alors, donc là, j'ai fait juste un screenshot d'un bout d'un linéage du projet. Puisque bon, c'est un peu gros sinon, même si c'est un petit projet globalement. Voilà, en gros, dans notre projet, on retrouve un peu ce lineage-là dont je vous ai parlé. On a à gauche tout ce qui va être source de données qu'on a définies et qui sont dans la landing zone, tout ce qui est en vert. Tout ce qui est au premier niveau, c'est le staging dont je vous ai parlé. Et ensuite, vous avez les différentes étapes de transformation pour arriver à vos tables finales. Voilà ce qu'est un lineage. Je pense que tout le monde a saisi de quoi il s'agissait. Dans le cadre du projet, on a également utilisé une fonctionnalité très connue de DBT qui s'appelle les macros. Les macros, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des fonctions. Ça va vous permettre de faire de la réutilisabilité de code et de pouvoir générer votre code SQL à la volée en fonction de vos besoins. Donc, par exemple, là, vous avez une fonction qui va générer un select en fonction de certains paramètres et finalement qui va être appelé dans mon modèle avec le nom qui va bien. Et ensuite, lorsque je fais un compilé, je vois vraiment la requête finale qui va être générée auprès de mon Cloud Data Warehouse. Donc ça permet d'étendre les capacités de transformation qu'on a avec DBT de manière assez facile, assez aisée. Donc on a, nous, utilisé des macros. On a également utilisé, puisque Siemens est... Donc, et ben voilà. Et donc Siemens fonctionne donc avec... ça fait partie de leur stack data. Ils investissent beaucoup dans DBT. Ils ont également créé un package Siemens dédié. Donc en gros, qui reprend un certain nombre de transformations qu'on retrouve régulièrement dans les traitements que font Siemens, en particulier avec SAP, puisque c'est des gros utilisateurs d'SAP. Et donc finalement, ils ont fait une liste de macros qu'ils ont réunis dans ce qu'on appelle un package, et après qu'on réutilise après dans nos différents projets. Ensuite, là, c'est juste un exemple de reporting qu'on a fait, qu'on utilise dans le cadre de ce projet-là, qu'on a appelé le Quality Gate. Alors, on n'a pas utilisé les fonctionnalités de test de DBT, puisqu'on peut également implémenter des tests dans DBT, et on pourra en discuter. Nous, là, on a fait nos propres tables de comparaison, puisqu'on avait besoin de valider finalement le contenu du fichier et de voir ça d'une manière avec un report dédié, qui nous permet de valider la qualité de données avant vraiment insertion finale dans nos flux. Donc ça va nous permettre de checker cette donnée, et c'est un reporting qu'on utilise beaucoup. C'est très pratique tout ça. Ensuite, les grandes phases du projet. Ça se divise un peu en deux. Là, l'idée, c'était juste de vous montrer un peu quel était notre parcours et qu'est-ce qui s'est un petit peu passé, quelles étaient les grandes étapes. La première version du projet, c'était tout simplement de configurer les différents modules de la stack dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit Snowflake, que ce soit Talend, que ce soit DBT. On a dû configurer tout ce qui était environnement, utilisateur, accès, etc., etc. Le développement des flux d'alimentation de la landing zone, je vous en ai parlé, et bien sûr les différents traitements que j'ai évoqués tout à l'heure. On arrivait sur notre première version à faire une modélisation en étoile classique, puisque ça répondait aux besoins qu'on avait en termes de reporting. Ah ouais, il faut que je crie. Donc, une modélisation en étoile classique qui permet de répondre à la première problématique de reporting qu'on avait. On a eu le développement des premiers reports qui ont été faits, et finalement, on s'est rendu compte que cette approche n'était pas tout à fait valable dans le contexte dans lequel on était, dans ce cloud Siemens, qui avait des règles de sécurité un peu particulières, et qui plus est, on voulait appliquer des règles de sécurité qu'on appelle les RLS, donc les Row Level Security, faire en sorte qu'une personne ne voit que les données qui la concernent. Et pour ça, finalement, le modèle qu'on avait fait en étoile ne nous permettait pas de le faire simplement. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réimplémenté notre design en one big table. On a dû refaire des transformations au départ quand même. On n'a pas juste fait une one big table. Mais finalement, on a dû repenser un peu le design de notre modélisation pour avoir cette approche-là. On a aussi utilisé des données de référentiel qu'on n'utilisait pas au départ et qu'on a utilisé avec une autre fonctionnalité qui s'appelle les SID. Tout ça pour dire que en très peu de temps, et c'est vraiment l'avantage de DBT, ça nous a vraiment facilité. On a pu rechanger notre modèle
de A à Z, et sa logique globale avec dbt de manière très aisée, avec le versionning, avec les branches, avec les tests, etc., etc. Ça a été vraiment quelque chose de très pratique. Voilà, le projet, c'est vraiment... Alors, à vrai dire, il y a d'autres phases. Je ne les ai pas toutes mises, parce que là même, on a arrêté de faire les RLS comme ça. Mais voilà, c'était globalement les premières phases, les phases les plus importantes qu'on a eues avec ce projet. Petit zoom sur le cycle de livraison. Pour ceux qui sont familiers du développement et de Git, finalement, c'est quelque chose de très proche. On se base justement sur les fonctionnalités de GitLab. Donc là, derrière, c'est un GitLab qui est installé pour pouvoir faire notre cycle de livraison. On a un premier environnement. Alors, je crois que ça s'anime. Ouais. On a un premier environnement. Donc, en fait, finalement, on a une branche main sur laquelle dev, sur laquelle en fait on va créer les feature branches. Donc à chaque fois qu'il y a une demande d'évolution, on va créer une branche dédiée sur laquelle on va pouvoir faire notre travail. Ce qui est intéressant dans l'environnement Siemens, c'est que lorsqu'on crée une feature branch et qu'on s'exécute dans l'environnement Snowflake, toutes les tables, et c'est paramétré au niveau de dbt, toutes les tables créées sont préfixées du nom d'utilisateur. C'est comme si on avait notre propre sandbox où on pouvait utiliser les données de la landing et pouvoir faire nos tests dans notre coin. Donc ça permet à plusieurs développeurs de travailler sur les mêmes données sans forcément aller écraser les tables des uns des autres. Donc on fonctionne en feature branch. Une fois que cette feature branch elle est validée et testée, on garde le cycle classique de GitLab, c'est-à-dire qu'on va passer par des... donc oui, on fait un git pull pour faire ça. En fait, on fait notre commit une fois que c'est fait. Et ensuite, tout simplement, on a d'autres branches qui existent. On a une branche de dev, on a une branche de QA, on a une branche de prod, sur lesquelles on va fonctionner par des merge requests, qui doivent passer par des valideurs, qui font du review et qui valident ce qui a été fait. Chacun de ces environnements, chacune de ces branches Git est, elle, reliée à un environnement Snowflake associé. Donc un environnement dev, qui est une sorte d'intégration des développements de tout le monde, un environnement de QA qui est vraiment recetté par les utilisateurs métiers, et un environnement de prod final, qui lui, avec la prod, bien sûr, avec les critères d'une production tout à fait normale. Une fois qu'on a ces différentes branches, associées à ces différentes branches, on a bien sûr l'orchestration, puisque dbt Cloud, c'est du développement, c'est des environnements qu'on peut déclarer, c'est ce que je montrais là, mais c'est aussi la possibilité d'orchestrer ces traitements. Je vous montrerai ça juste après. L'orchestration, donc justement, on a capitalisé sur dbt Cloud, parce que c'est un outil qui permet de faire ça très simplement, et qui répondait à notre besoin. Donc pour ça, vous avez la possibilité de déclarer des jobs, et sur lesquels après vous pouvez les scheduler via un cron tout à fait normal, ou alors via des webhooks. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez faire à ce niveau-là, ou via API aussi, c'est possible. Nous, c'est un schedule cron qui s'est mis en place. On a les environnements de prod et de QA, je crois, qui sont schedulés. Donc, une orchestration, je dirais, un peu classique. Le petit truc qu'on fait en plus, c'est qu'on utilise, nous, la méthode qui s'appelle modified, state modified, qui nous permet, alors c'est vrai qu'on n'est pas un énorme projet, mais elle est intéressante parce qu'elle permet de réexécuter uniquement soit les nouveaux nœuds et les dépendances ou les nouveaux nœuds qui ont changé, pour éviter de reconstruire l'entièreté de notre modèle de A à Z à chaque fois qu'on run, puisqu'on a quand même rencontré des petits problèmes de performance à ce niveau-là. Donc voilà le petit plus qu'on utilise au niveau de l'orchestration. Pour les métriques projet, donc comme j'ai dit, on n'est pas sur un énorme projet, on est sur 8 tables sources qui correspondent aux données que je vous ai dit au départ. On est à peu près sur quelques tables de transformation, 4 seeds avec nos trucs. On a fait pas mal de macros pour pouvoir utiliser les 3 environnements dont je vous ai parlé. Et ensuite, on a 4 gros reports qui permettent de faire le pilotage de cette flotte sur les aspects de facturation, comme je l'ai dit, de consolidation de facturation, de suivi de l'évolution de la flotte au niveau des véhicules électriques, comme le disait tout à l'heure Patrick. Donc voilà, c'est quelques tables qui nous permettent de faire beaucoup de choses derrière d'un point de vue métier. Conclusion. En gros, c'est quels ont été les gains de ce projet. L'automatisation des process, ça permet vraiment de fiabiliser beaucoup de choses dans les aspects métiers des données. Le fait de pouvoir après mettre un véritable contrôle et un véritable reporting sur la facturation a été un plus. Maintenant, on est capable d'aller dans le détail, ce qu'on n'était pas en mesure de faire simplement avant, donc une vraie valeur ajoutée. Ce projet-là, finalement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a réutilisé une stack data qui est en train d'être mise en place chez Siemens. Elle était en train d'être mise en place, c'est-à-dire qu'on a été parmi les premiers
à bêta-tester pas mal de trucs. Et notre projet, comme je le mets après, tout le monde a été satisfait de ce projet-là. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu réutiliser après ce qu'on a mis en place pour décliner sur d'autres offres. On a fait la même chose sur un projet avec un périmètre un peu plus large de téléphonie avec un grand T, hein, qui inclut beaucoup plus de choses que des téléphones fixes. Donc ça, c'était vraiment un plus. Et bien sûr, satisfaction client, puisque suite à ça, comme je l'ai dit, on a d'autres projets qui se sont déclenchés par la suite sur la même approche et sur la même logique, parce que l'implémentation a plu, les reporting ont montré leur valeur ajoutée, et surtout la stack a démontré son utilité et son aisance, je vais dire, en termes de prise en main sur tout ça. Voilà à peu près. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est resté assez high level pour que tout le monde ait une compréhension du projet. Mais voilà, si vous avez des questions, ou si vous n'en avez pas, dites-moi tout. C'est tout bon? C'était parfait, hein? Oui, oui. Alors, au niveau du monitoring, pour l'instant, on est sur le monitoring uniquement de la partie orchestration dbt Cloud. Donc, finalement, tu as juste le monitoring de la partie orchestration. Je ne saurais pas quoi te dire de plus que ça. C'est vraiment ton scheduler qui te dit si c'est OK, pas OK. On n'a pas un monitoring centralisé. Je pense que ça va venir, puisque comme je vous ai dit, ça s'intègre dans une plus grosse stack. Donc il y a des produits qui sont en train d'arriver. Je peux spoiler le produit qui arrive après. Ouais, voilà. Donc là, par exemple, ils sont en train d'implémenter Airflow pour vraiment orchestrer la plupart des flux qui sont dans les différents projets. Donc nous, on est un projet parmi... 800. Voilà, on n'est pas un projet parmi 800 projets, donc c'est vraiment très très gros. Donc là, ils sont en train de mettre en place les outils pour, et nous, on va s'intégrer au fur et à mesure sur ces projets-là et à adapter ce qui s'est passé. Vas-y, je t'en prie. J'avais une question pour Patrick côté Siemens. Je voulais savoir au niveau organisationnel dans vos équipes, qui se chargeait de gérer DBT à la suite de la prestation de commit. Est-ce que c'est une équipe de dev? Est-ce que c'est des data engineers qui s'en occupent? Alors, actuellement, comme on est sur une version 2, voire 2+, Je m'approche, hein, t'inquiète. d'accord. Actuellement, c'est toujours l'équipe de projet qui est en charge de l'orchestration et du suivi opérationnel. À terme, on aura une équipe de TMA qui prendra en charge ce qui a été mis en place. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tout bon? Projet, du coup, Ouais. la finalité, c'est de partir où il y a des besoins d'interfaçage pour l'interface des API, par exemple, pour se mettre la donnée, ça se fait au reporting. Alors, ouais, vas-y, je t'en prie. On a ajouté, en plus du reporting, maintenant, la comptabilisation après des coûts de manière détaillée dans notre ERP se fait maintenant sur base de ce qui a été construit avec DBT et Snowflake. Donc là, il y a clairement une valeur ajoutée au niveau de la comptabilisation en fin de mois. Il y avait environ 2 jours d'effort pour une personne. Et aujourd'hui, on arrive à le faire les mois où tout se passe bien en 20 minutes. Donc là, clairement, on a un gain. En termes d'expansion, l'idée, c'est plutôt de pouvoir élargir le projet et le périmètre à d'autres pays. Sachant que Traxol est une société française, que Siemens est aussi présent en France, c'est pas impossible qu'on applique le même modèle et qu'on réutilise ce qui a été fait dans le périmètre belge pour la flotte Siemens France. Il y a plein de questions, oui. Vas-y, Mathieu, je t'en prie. Sur la partie test, c'est quoi ce qui a été mis en place? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est possible de faire avec DBT pour avoir une logique de test, qu'on se rapproche des pratiques DevOps? Comment on peut avoir une chaîne de CI? Vraiment test coverage hyper poussé sur ce qui est mis en place sur la data. Tout à fait. Ça, c'est un des sujets, un des chantiers qui va arriver sur la partie mettre en place une vraie chaîne de CI/CD avec des tests implémentés. Là, comme j'ai dit jusqu'à maintenant, on a vraiment implémenté notre propre test de vérification de données, donc des comparaisons de tables avec certains indicateurs qu'on voulait. On n'a pas vraiment exploité les fonctionnalités standards de DBT. Et c'est un truc qu'on souhaite faire pour pouvoir justement après rentrer complètement dans une chaîne de CI/CD
avec les deux fonctionnalités principales qui sont les tests unitaires que tu peux faire et les singular tests que tu peux... Ouais, je pourrais ajouter juste quelque chose parce que ouais, les deux tests qui existent en DBT maintenant, c'est similaire, sont similaires parce que c'est toujours une query qui est demandée après la construction d'une table, juste pour savoir est-ce qu'il y a des duplicats, est-ce qu'il y a des nuls, des valeurs nulles. Dans les colonnes, il n'est pas désir. Les deux manières d'appliquer les tests sur TBT, est-ce que c'est possible d'avoir des macros, des tests réutilisables pour tuer unique, tuer pas nul, tuer des valeurs acceptables dans chaque colonne ou dans plusieurs tables? C'est générique, quoi. C'est possible aussi d'avoir juste une query singulaire, unitaire, très custom. Est-ce que mon expectation de cette donnée sont correctes, quoi. Mais tous sont après la construction de table. Il y a deux manières presque testing qui existent maintenant et qui viennent très bientôt sur DBT, built-in avec DBT. Le premier, est-ce que le concept c'était contrat sur le modèle, le module contrat. C'est pas exactement data contracts comme peut-être vous avez écouté sur tout le monde, sur Twitter, X, LinkedIn, sur ces feeds influencers. Mais c'est spécifique aux les modèles qui DBT a construits. Est-ce que les colonnes, leur nom, leur data type et aussi le constraint qui peut être appliqué par les data platforms, par exemple le Search Snowflake, le Not Null. Est-ce que les expectations sont correctes avant de vraiment construire les nouvelles données? Donc, si ce n'est pas correct, la transformation n'est permis. L'autre type de testing qui est très important, et c'est possible avec DBT maintenant, mais pas natif, ça vient, et c'est les testing units. C'est unitaire? Ouais, test unitaire. Unitaire, très bien, ok. Ouais, testing unitaire, très bien. Mais ça, c'est testing le logique, quoi. Pas les données, mais juste l'SQL, avec une fixture avant et une fixture après. Est-ce qu'elle est correcte? Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on implémente. Il y a une autre question, je crois. Oui. Moi, j'avais une question sur la partie que tu as montrée sur le déploiement, la partie state modified. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur c'est quoi? C'est redéployer uniquement ce qui a été changé dans le code? Ce qui a été changé et les nouveaux nœuds. Et les nouveaux modèles et ce qui a été changé. Ok, donc c'est vraiment au niveau du code généré par DBT que c'est cette partie-là qui est prise en compte pour les Ouais, parce que tu imagines dans ton lineage, tu as pas mal quand même de modèles qui sont faits. Et des fois, reconstruire l'ensemble des choses, bah, ça peut être coûteux d'aller chercher tes données, parce que c'est des vues par défaut, après c'est des tables en fonction de la matérialisation que tu choisis. Et donc finalement, dans le cadre de ce projet-là, Jonathan a dit, bah, c'est hyper intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là, parce que je vais pouvoir reconstruire uniquement ce que j'ai modifié, parce que des fois il fait des petites modifications, et c'est pour un gain de temps qu'il y a eu cette approche-là qui a été prise. sur la partie données. Ouais. Est-ce qu'il y a ça aussi qui est en place, les données qui sont reçues, à quel point vous faites la reconstruction de l'ensemble La reconstruction, elle est complète, là. sur chaque phone, c'est reconstruction. C'est pour ça qu'il y a eu ça qui a été fait. Il y a pas cette... Après, ça a été un sujet de est-ce qu'on fait du delta ou pas, mais en fait, on a été dans un run où on a eu beaucoup d'allers-retours sur les données, et les qualités de données et tout ça. Donc en fait, avant de fiabiliser le flux, on s'est dit c'est plus intéressant de garder et de construire, parce que ça a été plus simple pour nous en termes de développement. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. C'est pour ça que lui, il est passé par cette logique de, vu que je reconstruis tout à chaque fois, bah, en fait, je modifie pas tout, je vais reconstruire les modèles que j'ai uniquement modifiés et leur dépendance. C'est ça. C'est ça. C'est une différence entre le changement logique fait par moi et d'arriver des nouvelles données. Dernière question, vas-y, je t'en prie. Par rapport au plus simple, Unified, c'est un choix par défaut ou parce que théoriquement, si tu modifies un truc qui a été modifié, bah, tu peux très bien quand même faire casser un truc 3 modèles plus tard et pas juste un.
C'est- Je vais poser la question aux développeurs. Non, c'est pas moi qui me suis chargé de mettre le plus simple, mais pour moi, oui, effectivement, je pense que dans son cas, il voulait que ça soit les enfants immédiats, mais je pense que là, sur ça, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est descendant sur les enfants qui sont impactés. À vérifier. Pas sûr. Je crois qu'on est tout bon. Eh ben, merci beaucoup. Et on va donc passer au témoignage suivant. Moi, je parlais pas longtemps. Mais regarde, c'est fou, ça, c'est la technologie. Et moi, je fais ça. J'ai pas de marche arrière. Mais tu penses? Alors. J'ai pas de poche arrière, du coup, ça traîne un peu le fil. Est-ce que ça va toujours? Toujours? Tant mieux. Donc, on va se représenter rapidement à vous. Je te laisse présenter. Ok, Anifa, je fais DSI à Saint-Plan en charge des sujets data. Et Edwina, qui est dans le public, qui est data analyst chez Saint-Plan. Et donc, moi-même, Anthony, qui est consultant chez Commit, en mission chez Simplon, et je travaille aussi avec Elvina au quotidien sur les sujets data. Donc, le sommaire pour ce Rex Simplon, dans un premier temps, on va vous planter le contexte et présenter Simplon. Anifa s'en chargera. Je vous présenterai aussi, ensuite l'infrastructure data chez Simplon, les relations entre BigQuery et dbt. Et oui, vous remarquerez qu'on passe d'un cloud provider à un autre, et cette fois-ci, on part chez GCP. Ensuite, présentation des fonctionnalités dbt qu'on utilise chez Simplon. Alors, ce sera une liste non exhaustive, bien évidemment, et c'est une sélection de ce qu'on utilise chez Simplon. Et on espère que vous aurez encore la forme à ce moment-là, parce qu'on va regarder un peu de code. Et enfin, les gains et perspectives de l'implémentation de dbt au sein du contexte data de Simplon. Donc, Simplon, nous, est un organisme de formation qui a la particularité d'être un acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, on n'est pas une association, mais une entreprise, mais qui cherche à avoir un impact social positif. Pour ça, notre but, c'est de ramener à l'emploi des personnes en situation qui sont des demandeurs d'emploi, en les formant aux différents métiers de la tech, que ce soit fait des formations développeur web, TSSR, admin cloud, cyber. Donc vraiment, c'est des formations assez exhaustives. Et la particularité, donc comme on cherche à être inclusif et à avoir un impact social le plus large possible, donc ces formations, quand vous êtes demandeur d'emploi, elles sont à charge gratuite, donc on ne fait pas payer nos apprenants, ce qui nous permet d'aller chercher des profils très divers, compris parmi les publics les plus éloignés traditionnellement du métier de la tech, que ce soit des décrocheurs scolaires, des personnes, enfin des réfugiés. On forme pas que des demandeurs d'emploi, on forme aussi des salariés qui cherchent à se reconvertir. Donc, Simplon, on n'existe pas depuis 1847, mais depuis 2013. En 10 ans, il y a 10 ans, on était 4. Aujourd'hui, on est plus de 300 salariés dans 20 pays, beaucoup en France, mais pas que. Très présent à l'international. On a formé près de 30 000 personnes en 10 ans. Et on emmène beaucoup de gens vers la réussite de certification, puisqu'on affiche fièrement depuis quelques années quand même un taux de réussite de près de 96%. Alors ça, c'est tout pour le contexte Simplon. Je parlais. Notre besoin data qui nous a amené à contacter Commit, c'est déjà de mesurer notre impact. Comme je vous disais, nous, on cherche à avoir de l'impact social positif. On cherche donc à mesurer cet impact-là, mais on cherche aussi à piloter notre activité comme toute entreprise.
en tant qu'organisme de formation et un acteur de l'ESS, on est soumis à beaucoup de reporting d'activités auprès de nos bailleurs, enfin nos financeurs, publics, privés, auprès de nos investisseurs. Donc ça, c'est un besoin assez important. On a un besoin tout simplement donc de piloter notre activité par la donnée, de pouvoir avoir des KPI et des reporting qui apportent de la valeur ajoutée à nos instances dirigeantes. Et puis aussi nos reporting aux actionnaires. Donc celui-ci, j'en parle parce que je vais laisser Anthony parler plus longuement de nos résultats. Mais c'est vrai que, par exemple, ce reporting-là, il y a un an, ça prenait 7 jours environ à notre data analyst. Et aujourd'hui, ça prend plus que 0,5 jours à Elvina de le réaliser. Donc, on a fait beaucoup de choses en un an. On reviendra peut-être plus tard à la fin sur les prochains chantiers. Comme on a réussi à faire beaucoup de choses sur la mesure de notre activité qui est la formation, on va ouvrir de nouveaux chantiers, notamment le chantier Data RH. Merci beaucoup, Hanifa. À moi la lourde charge maintenant de présenter les résultats. Donc, si on suit le sommaire, on commence donc par l'architecture data chez Simplon. On va commencer par la partie à gauche. Donc, nos sources de données. Alors, c'est les sources de données qui rentrent bien évidemment dans le contexte data à date. Bientôt s'inséreront d'autres applicatifs métiers. Mais ce que l'on a à date, effectivement, on a les deux ERP Agathe et Hyper.io que vous voyez en bas. Agathe étant l'ancienne ERP qui permet vraiment à Simplon de piloter l'activité, vraiment axée sur la formation. Je vais enregistrer mes apprenants sur cette ERP, je vais les associer à une session, à un groupe. J'ai les résultats, par exemple, des certifications aussi que les apprenants peuvent passer. Donc ça, c'est l'ancienne ERP. Ils ont décidé de faire une bascule il y a à peu près un an sur Hyper.io, qui semblait être à l'époque un ERP qui répondait plus à leurs besoins. Je laisserai Hanifa juger du résultat à ce sujet. Et donc, même sujet, hein, toujours pour piloter l'activité. Et enfin, le dernier outil, le Sphinx. Je ne sais pas si certains sont familiers, moi je l'avais vu à l'école à l'époque, mais qui est un outil qui permet de planifier les envois d'emails, et notamment ici c'est pour la satisfaction des apprenants, entre autres, et aussi de collecter les résultats, donc les réponses à ces questionnaires. Donc ça, ce sont nos applicatifs métiers. Et donc, ce qui se passe, tout comme Siemens, on a des flux ETL qui sont développés sur Talend, et qui sont orchestrés sur un service manager qui est Cloud Composer, donc qui est le service manager de GCP, et qui embarque Airflow. Donc, je peux aussi bien effectuer mon orchestration sur l'interface Cloud Composer, mais j'ai aussi une passerelle pour le faire depuis Airflow. Donc, ce qui se passe ici, si on se focalise sur les flèches, on a 3 flux, ce sont les flèches grises qui partent d'Hyper.io. Les flèches grises sont censées représenter les données brutes. On collecte la donnée depuis l'API REST Hyper.io et depuis un serveur FTP pour les données qui ne sont pas accessibles depuis l'API et qui nous sont envoyées à fréquence quotidienne par IMAG, qui est la société qui développe et maintient Hyper.io, sur un serveur FTP. Donc on a ces 2 flux-là. On a un 3e flux qui part d'Hyper.io et qui en fait fait l'interface avec Sphinx. C'est-à-dire que je vais prendre mes données d'Hyper.io, effectuer cette fois-ci des traitements avec mon flux ETL, pardon. Là où les 2 autres flux, c'est vraiment la donnée brute. Et à quoi ça nous sert ? Tout simplement, quand on va pousser ces données traitées dans le Sphinx, ça va permettre automatiquement de gérer, la planification d'envoi par rapport à beaucoup de règles. Je vais pas les mentionner ici, mais ça permet de planifier automatiquement les envois. Et ensuite, on a bien évidemment le flux Sphinx Data Lake qui, lui, va collecter les réponses au questionnaire. Et donc, vous voyez, dans le même bloc, on a l'orchestrateur et on a aussi notre Data Lake, Cloud Storage.
puisque finalement l'orchestrateur va pousser les données brutes dans notre data lake. Ensuite, si on reste toujours sur les services managés sur GCP, on passe à BigQuery. Donc ici, on va réceptionner la donnée brute qui a été poussée dans notre data lake avec Talend. Et donc, comment est-ce qu'on fait cette passerelle-là? On utilise une fonctionnalité qui s'appelle les tables externes. Donc, ça nous permet d'aller chercher des sources, soit dans l'écosystème GCP, soit en dehors. Il y a plusieurs connexions possibles, mais en l'occurrence, nous ici, on reste dans l'écosystème GCP. Donc, une table externe avec une détection de schémas automatisés, comme ça nous permet de ne pas avoir à recréer les tables tous les jours manuellement et à reconnaître les schémas. Et ensuite, le sujet du jour, dbt, qui s'insère ici. Donc, je ne vais pas revenir vraiment sur l'utilité de dbt à cet endroit-là, puisque je pense que Jérémy et Sébastien ont déjà pas mal parlé. L'utilité de dbt est où il s'insère dans une stack data. Mais tout comme Siemens, on fait nos transformations, on prend nos données brutes dans BigQuery, on en fait les transformations afin de produire des modélisations qui vont être utilisées ensuite dans nos reporting chez Simplon. Et donc la partie reporting, bien évidemment. Alors ici, on est sur Looker Studio. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est qu'effectivement, on a une partie des reporting qui sont pour le pilotage de l'activité, donc qui sont en accès libre par les employés Simplon, et d'autres qui sont à usage vraiment pour notre team, notre petite team data, vraiment pour piloter, par exemple, si les envois planifiés ont bien été effectués. Donc c'est vraiment du pilotage interne à l'équipe, pardon. J'espère que cette partie était plutôt claire. Alors, volumétrie un petit peu, maintenant que Sébastien a expliqué les notions de modèle, de lineage, etc. Je vais pouvoir vous parler un peu de la volumétrie du coup du projet dbt chez Simplon. Donc, on a 70 tables sources. Donc, vous vous rappelez, on a 3 applicatifs métiers dans lesquels on a du coup, on collecte 70 tables sources. Les seeds, donc les seeds, ce sont des tables de référentiel. Donc finalement, c'est des fichiers CSV qu'on va déposer dans un répertoire qui s'appelle seeds dans notre projet dbt. Et donc nous, on l'utilise. Ce sont des tables de référentiel, donc ce sont des tables qui évoluent très peu, qui permettent de faire du mapping. Ensuite, on a 2 snapshots. Donc ce sont des tables historisées, pour ceux qui connaissent les concepts de SDC. Donc tout simplement pour construire notre historisation, pour traquer les modifications dans notre donnée. Alors on a de nouveau 60 tables de sources. Petite répétition ici. Mais on a 120 modèles dbt. Donc si vous avez compris les modèles comme Sébastien vous les a expliqués, un modèle c'est une requête. Donc on en a 120. 6 macros, donc ce que j'ai appelé 2 macrosystèmes, c'est finalement des macros de configuration, donc configurer les environnements, et on a 4 macros qui sont destinés vraiment à l'utilisation dans les modèles, donc pour rappel, les macros du code réutilisable. Et enfin, on a 3 environnements, un environnement de développement, un environnement de recette et un environnement de production. Et donc tout ça, quelle est la finalité ? C'est s'occuper des transformations au sein de dbt, et le but final, c'est de faire des modélisations, de produire des modélisations qui vont être ensuite exploitées dans les outils de reporting. Relation entre BigQuery et dbt. Alors là, ça peut paraître un peu compliqué. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Donc, ce qui est important, en fait, c'est la terminologie. Un projet GCP n'est pas égal à un projet dbt. Ici, en l'occurrence, on a créé 4 projets sous GCP. Donc, un projet RAW, qu'on a appelé RAW pour finalement qui va collecter notre donnée brute, stocker notre donnée brute. Et ensuite, dev, recette et prod. Chacun de ces projets GCP a une instance BigQuery dédiée. C'est-à-dire que c'est une API qu'on active
à la création du projet. On dit, voilà, pour ce projet-là, GCP, je vais utiliser Cloud Storage, je vais utiliser BigQuery ou d'autres services managés. Et donc là, ce que vous voyez, c'est l'ID de l'instance BigQuery, qui est relié au projet. Donc là, il y a une relation 1 pour 1, un projet, une instance BigQuery. Et donc, un projet GCP n'est pas égal à un projet dbt, puisque pour ces 4 projets sous GCP, on a un seul projet dbt, dans lequel on va avoir 3 environnements, et 3 environnements dont je vous ai parlé la slide juste avant. Chacun de ces environnements va être connecté à une branche sur GitHub. Et de cette manière-là, et via la configuration dbt, je vais pouvoir dire, OK, à chaque fois que je vais exécuter mes flux en développement, ça va être poussé, les tables vont être transposées dans mon projet développement de GCP. Et donc sur l'instance BQDev de GCP, et la même chose pour la recette et pour la prod. C'est OK. On va passer maintenant aux fonctionnalités qu'on utilise dans le contexte de Simplon. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de fonctionnalités sur dbt et qu'on n'a pas fait une liste exhaustive de tout ce qu'on utilise chez Simplon, parce que sinon, il faudrait 2-3 heures. Mais on a sélectionné quelques-unes qui nous semblent importantes. Donc, les macros dbt, Sébastien vous en a parlé, le code réutilisable. Le langage c'est du Jinja, très similaire à Python. Et c'est un langage de templating. Donc ici, malheureusement, c'est un peu petit, je pense. Mais on voit ici le code qui est finalement du Jinja, qui produit une macro. Ici, en l'occurrence, c'est à partir d'une liste de tables, de faire une consolidation, une union, pour ceux qui sont familiers avec la commande SQL, mais faire une union de plusieurs tables. Alors, pour ceux qui utilisent dbt, vous allez me dire, il existe déjà dans les packages de dbt cette macro déjà prédéveloppée. En l'occurrence, nous, c'est un peu particulier, c'est pour des matérialisations éphémères. Donc, on a dû produire notre propre macro. Et donc ici, c'est la partie vraiment utilisation de la macro. Donc, je vais établir ma liste de tables. Donc, c'est ce que vous voyez malheureusement en trop petit, mais en orange, la liste de tables. Et ensuite, je vais appeler ma macro tout en bas, ce que j'ai encadré en rouge, en passant en argument cette liste de tables. Et donc, ce que ça va me produire, c'est le code compilé. C'est le dernier screenshot en bas, où vous voyez, à partir de la liste de tables, le code compilé, donc l'union de toutes ces tables. Donc ici, on a un cas d'usage des macros. Évidemment, on en a d'autres. Et dès lors qu'on détecte un pattern dans notre développement, il est toujours bon de se poser la question, est-ce que je ne développerai pas une macro, puisque je vais potentiellement l'utiliser à plusieurs endroits. Deuxième fonctionnalité que l'on utilise, ce sont les snapshots. Je vous en ai parlé. Donc, c'est tout simplement quand je veux construire une historisation de mes données, détecter, traquer des changements dans ma donnée, je vais pouvoir utiliser la fonctionnalité Snapshot. Il faut savoir que ça a vraiment été une fonctionnalité game changer chez Simplon, puisque avant ça, on historisait. Alors, c'était plutôt transparent pour les équipes métiers Simplon, mais pour nous, c'était vraiment important dans le sens où c'était vraiment compliqué. On utilisait un service managé qui s'appelle Data Fusion, qui permet de faire des transformations au sein de notre data warehouse, qui va prendre une table ou plusieurs en entrée, on va faire des transformations, c'est un peu, c'est via des composants, donc c'est des briques qu'on aligne, et on peut aussi ajouter du code en Python, et ça produit une ou plusieurs tables en sortie. Sur le principe, c'est très chouette, sauf que c'est très cher pour l'utilisation qu'on en avait. Et ça prenait beaucoup de temps, encore une fois, pour ce qu'on en faisait en termes d'exécution. Je vous parlerai en conclusion du temps du gain en performance, en temps d'exécution, qu'on a gagné en jumpant sur dbt. Mais donc, revenons à nos moutons. Ici, on a notre modèle. On voit que pour créer un snapshot, j'ai juste besoin de baliser finalement ma requête SQL.
Donc j'ai une balise snapshot dans laquelle je vais donner le nom de mon snapshot en première ligne. Et en bas, j'ai le end snapshot, tout simplement. Ensuite, c'est une requête classique. Ici, c'est en haut à droite, ce que vous voyez, c'est la configuration. Donc, je vais configurer avec du YAML, pour ceux qui sont familiers. C'est un langage de markup qui est souvent utilisé pour la configuration. Donc oui, dbt, c'est Jinja, ça peut être Python aussi, SQL et YAML pour la partie configuration. Donc là, on est sur du YAML. Donc j'ai un fichier à la racine de mon projet dbt qui s'appelle dbt project. Quand j'initie un projet sur lequel j'ai la majorité de mes configurations. Après, en fonction des projets, on peut aussi développer les configurations dans les sous-répertoires. Mais nous, en l'occurrence, on a la quasi-totalité des configurations sur ce fichier-là, dbt project. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on fait un snapshot. Donc, premièrement, l'alias de mon projet, simplon DWH, c'est là-dessus que je veux faire mon opération. Target database, donc bien évidemment qu'on a flouté, mais qui est finalement la base de données, enfin l'instance BigQuery sur laquelle je veux faire l'action de snapshot. Et enfin, ensuite, j'initialise mon snapshot via ces clés. Donc, target schéma, je veux que ça soit transposé dans mon ensemble de données, staging de mon instance BigQuery. Ensuite, il faut dire sur quel ID, sur quel identifiant unique je veux baser mon trigger. Finalement, je veux détecter une modification. À partir de quel ID unique. Donc ici, en l'occurrence, sur cette table-là, ce sera le code group. Et ensuite, il y a deux stratégies qui existent pour le snapshot. Donc, il y a le check, c'est-à-dire que je vais positionner un trigger sur les champs pour lesquels je veux détecter des modifications. Ou alors, il y a une autre stratégie qui s'appelle updated at. Et ça, c'est celle qui est recommandée par dbt. Quand on a une date de modification, par exemple sur notre ERP, on a implémenté, à chaque fois qu'on a un changement, on veut avoir un champ date de la dernière modification, et bien on peut utiliser cette stratégie-là aussi, pour se baser sur un champ date. Mais en l'occurrence, ici, on n'a pas cette information pour le moment. Et donc, on fait un check sur, du coup, ces deux champs-là, nombre de participants et nombre de sessions. Donc, c'est en liste, donc je peux en avoir 2, je peux en avoir 10, peu importe. Et donc, malheureusement, c'est trop petit, là, le résultat. Mais sur mes trois premières colonnes, du coup, j'ai bien mon code groupe, mon nombre de participants et mon nombre de sessions. Et ensuite, j'ai des champs qui ont été créés automatiquement par dbt, à savoir un ID unique. Le moment dbt updated at, donc c'est le moment où la donnée a été updatée. Et ensuite, on a deux dates, valid from et valid to. Valid from, c'est valide depuis, la donnée est valide depuis quand. Et valid to, c'est quand on détecte un changement. Donc, si je détecte un changement pour un code groupe en particulier, je vais avoir du coup une nouvelle ligne qui va être créée. Et l'ancienne ligne aura une date valid to qui sera éditée. Là, en l'occurrence, tout est nul. Donc, c'est la dernière version de chaque enregistrement pour chaque code groupe. Une question. Non, mais rappelez que c'était bien, pour ceux qui connaissent la modélisation, c'est bien ce qu'on faisait en BI avant avec le Slowly Changing Dimension, c'est l'implémentation de cette fonctionnalité à travers des snapshots, et une fonctionnalité hyper forte. Oui, complètement. C'était très compliqué d'implémenter en SQL, ou alors on se basait sur un autre ETL qui avait déjà la fonctionnalité, mais là, en quelques lignes de configuration, on arrive à faire ça très facilement. Oui, hyper facilement. Pas de souci. Bah, de toute manière, effectivement, on l'a vu avec l'exemple Data Fusion, que c'était pas si simple. Avant. Une autre fonctionnalité qu'on utilise énormément, et cette fois-ci pour deux raisons, c'est Source Freshness. Donc ça permet de contrôler la fraîcheur des données. Donc non seulement ça permet de tout simplement, ça nous permet de contrôler qu'on fait bien nos analyses sur la donnée fraîche et qu'on n'a pas une erreur en amont dans notre architecture data. Mais nous, en l'occurrence, ça nous permet aussi de contourner une contrainte que l'on a avec les tables externes. Je vous ai parlé de tables externes qui font finalement le lien entre notre data lake et notre data warehouse BigQuery. Quand on a une modification de schéma, donc mettons qu'on ait une colonne qui vient de s'ajouter ou supprimer ou une colonne qui est modifiée,
la table externe ne reconnaît pas le schéma et du coup, elle n'est pas actualisée dans BigQuery. C'est comme si on avait une cassure au niveau de la table externe. Sauf que le problème, c'est que le message d'erreur dans BigQuery n'est pas très clair pour dire que c'est ça le problème, que le schéma a été modifié. Et donc, comme c'est un processus automatisé, je ne m'amuse pas à regarder tous les jours si tout a bien été généré sur l'ensemble des sources que l'on a. Et donc, l'avantage de SourceFreshNext, c'est que ça nous permet déjà de contrôler que la donnée est fraîche, mais en plus de ça, ça nous permet de regarder que la donnée, enfin que nos tables externes ont bien été générées. Et du coup, qu'on n'a pas de problème en amont dans notre architecture data, et notamment sur les pipelines ETL. Donc en ça, effectivement, alors c'est pas une fonctionnalité qui a été implémentée sur toutes les modélisations pour l'instant et sur toutes les sources, mais c'est un chantier qu'on a mis en place pour les dernières modélisations que l'on a faites, et ça vaut le coup de le faire pour les autres, à mon sens. Donc ici, pareil, on est toujours sur le fichier YAML. Donc cette fois-ci, on est depuis le... Ah, on a perdu le reste de la phrase, mais ici, comme on se base sur les sources, on est sur un fichier de configuration qui se trouve au niveau du staging. Donc le staging, c'est vraiment la première étape. On va chercher nos données brutes et on a des fichiers de configuration dédiés à ce niveau-là. Je vous ai dit, dans le contexte de Simplon, on a des fichiers de configuration, le fichier racine, et des fichiers de configuration au niveau des sources. Et donc ici, je vais contrôler effectivement que la donnée est fraîche et n'a pas plus de 12 heures d'ancienneté. Ça me permet de me dire, OK, dans la matinée, tous les flux sont passés. Et ici, le message d'erreur est beaucoup plus clair. Et donc c'est pour ça qu'on a privilégié l'implémentation de cette fonctionnalité. Et en bas, on voit le résultat de l'exécution. Donc là, on est sur dbt deploy, donc la partie orchestration. Et donc, en l'occurrence, ici, la donnée, au moment où j'ai effectué ce screenshot-là, était fraîche. OK. Quatrième fonctionnalité. Il en reste plus que 2 après. Bien, on avance. Les seeds. Donc, les seeds, ça va être assez simple. Ce sont des tables de référentiel. C'est format CSV, comme vous pouvez le voir en bas. D'accord. Le séparateur ici étant une virgule. Classique. Ici, dans mon fichier de configuration, cette fois-ci mon fichier racine, on revient dessus. Je dis où est-ce que vont être transposées toutes mes tables de seed, donc de référentiel, dans mon instance BigQuery. Et donc ici, c'est dans un schéma, dans un ensemble de données qui s'appelle ref. Le résultat que ça produit, une table classique. Alors, la matérialisation par défaut dans dbt pour un modèle classique, c'est une vue, mais pour certaines fonctionnalités comme les snapshots, forcément, et les tables de référentiel, ce sont des tables, par défaut. Enfin, uniquement, d'ailleurs. Donc ça, assez simple. Enfin, les matérialisations. Alors, il existe plusieurs types de matérialisation. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez les tables et les vues, assez classiques sur les bases de données, mais il en existe une dans dbt qui est intéressante et qu'on utilise, et vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les tables éphémères. Donc, ce que dit dbt dans la documentation, c'est qu'il recommande qu'un modèle, un modèle dbt, ait une relation de 1 pour 1 avec une table BigQuery. On pourrait imaginer développer des macros, une macro qui va générer plusieurs modèles. dbt ne recommande pas ça. Donc on suit plus ou moins ces recommandations, si ce n'est dans ce cas précis où finalement une table éphémère, c'est une table qui n'existe que dans le référentiel dbt, qui ne sera pas transposée dans BigQuery. Donc techniquement, c'est très simple. J'ajoute un bloc de configuration avant ma requête SQL. Alors désolé pour ceux qui sont au fond, tout a été petit. Mais en gros, j'ai un bloc de configuration où je passe un argument qui est éphémère pour voilà, assez simple. Et le code compilé, en fait, ça va me produire un CTE pour ceux qui sont familiers en SQL, donc Common Table Expression. Vous voyez ça comme une table à usage unique.
Et donc, la raison pour laquelle on fait ça, parce que bon, c'est bien beau, mais je vous ai dit comment ça s'implémentait, mais pourquoi? En fait, il se trouve que pour nos données, la collecte de nos données, la partie réponse aux questionnaires, on a beaucoup de questionnaires chez Simplon. On a les questionnaires historiques. OK. Questionnaires historiques et on a les nouveaux questionnaires. Donc, on a 2 versions des questionnaires, au total 11 questionnaires, pour lesquels on a 5 tables par questionnaire. La table de réponse, et puis d'autres tables de variables, de listes de diffusion, etc. Donc, 5 fois 11, ça fait beaucoup de tables. Ça fait beaucoup de tables en début de chaîne de transformation, et on s'est posé la question de l'utilité de répliquer ces tables, de les transposer dans BigQuery. Est-ce qu'on ne les garde pas dans dbt? Est-ce qu'on ne fait pas une consolidation en tout début de transformation? Donc, sur la phase de staging, de collecte des données, là, on s'est dit, OK, on va faire une union dès le départ, parce qu'on ne veut pas répliquer 55 tables en plus des 120 autres. Donc, finalement, c'est ce qu'on a décidé de faire, de garder ces tables dans l'écosystème dbt et de se prémunir de tant de tables dans BigQuery. Puisqu'en plus de ça, ça allonge aussi le temps d'exécution de l'orchestration. OK, les tests. Mathieu en parlait. Il m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu peur, j'ai mis ça en place. Donc effectivement, depuis peu, on a un processus de test qui est orchestré, qui est encore très léger. On n'a pas beaucoup de tables orchestrées de tests, mais il y a un début à tout. Donc ici, ce sont des tests singuliers. Et comme le présentait Jérémy et puis Sébastien aussi, ici on a l'exemple. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a toujours en deuxième partie de screenshot notre requête. Alors bien évidemment ici c'est pas un screenshot complet. Je me suis pas arrêté au CTE parce que là, ça bloque. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement je veux dans mon test faire ressortir. Mon objectif c'est de faire ressortir les données qui ne répondent pas au test, enfin qui invalident le test. Donc, par défaut, on ne stocke pas les résultats dans une table. C'est notre orchestrateur qui va nous dire, vous voyez sur la partie droite, si les tests sont fail ou s'ils sont bons. Mais nous, dans notre cas, effectivement, et puisque je testais la fonctionnalité, j'ai décidé de transposer du coup les résultats issus du test. Donc, si on a une table vide, c'est que tout va bien dans BigQuery. Si on a une table alimentée, ça veut dire qu'on a des tests qui ont échoué. Et donc, en l'occurrence, ici, ce qu'on a fait sur les 2 premières tables, c'est vérification des doublons. Alors, Jérémy va me dire pourquoi on n'a pas utilisé le test générique pour les doublons. Tout simplement parce qu'on fait une combinaison, on fait ça sur une combinaison de plusieurs champs stratégiques chez Simplon. Et donc, c'était plus facile de faire ça via un test singulier. Et les inscriptions aussi qui peuvent être manquantes dans notre table de faits. Et donc là, je pense qu'on n'aura pas le temps, et donc je m'étais gardé ça sous le bras si on avait un peu de temps, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc les gains et perspectives, dernière partie, on a diminué par environ 4 fois le temps d'exécution de... Pardon. Sur cette partie-là, je vais m'en charger, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anifa. Mais si tu veux rajouter un petit mot à la fin, effectivement. Donc, on diminue notre temps d'exécution d'orchestration, tout simplement. Avant, je vous avais parlé de data fusion, c'était très difficile déjà niveau séquencement, parce qu'il fallait faire en sorte que tout s'enchaîne bien. Là, maintenant, c'est concentré sur Cloud Composer et dbt. C'est nos 2 gros blocs. Et ensuite, on a les flux orchestrés sur les applicatifs métiers, mais ça, bon, on ne s'en occupe pas. On divise par 4 le temps d'exécution des flux orchestrés. On optimise forcément nos développements, puisque tout est centralisé dans dbt, et la maintenance est simplifiée aussi. Réduction des coûts sur le cloud provider aussi. Donc nous, on l'a estimé à... Bon, c'est une estimation grosse louche, hein, mais c'est vrai que Data Fusion, pour ce qu'on en faisait, c'était un service qui était très cher, encore une fois. Et dbt, comme je suis le seul développeur, c'est gratuit. En espérant que ça le reste.
Et enfin, simplification de la stack data. Et oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on utilisait Compute Engine pour orchestrer les flux de collecte. Donc Compute Engine qui est en un énième service manager de GCP, machine virtuelle. On avait des flux orchestrés sur Python, des scripts Python, Data Fusion pour les transformations sur BigQuery, les requêtes programmées pour planifier la génération de nos tables de faits. Là où maintenant, tout simplement, on a Cloud Composer et dbt. C'est tout pour moi. Anifa, si tu veux rajouter un petit mot. Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, moi j'ai vu mon budget diminuer, et ça c'est une bonne nouvelle, merci. Le temps d'exécution des flux qui effectivement a été divisé par 4, c'est considérable. Une simplification globale parce que maintenant, quand Anthony n'est pas là, je suis en mesure d'exécuter les flux, ce qui est quand même pratique. Et aussi, comme on a beaucoup de données, donc c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais nous, en tant qu'organisme de formation, on a beaucoup d'obligations légales, on récolte énormément de données sur nos apprenants. Je vous ai parlé du nombre de tables qu'on a, et en fait, l'avantage quand même avec dbt, c'est qu'on arrive à voir d'où viennent ces tables, qu'est-ce qu'on a fait comme opération pour arriver au résultat final, et ça, c'est vrai qu'à un moment donné, avant qu'on bascule sur dbt, on s'y perdait un peu, et donc c'est un sacré avantage que j'y vois. Eh bien, merci à vous, et puis si vous avez des questions, c'est le moment. Robustesse. Ok. C'est pas vu. Oui, pardon. AWS. Et pourquoi dans les deux cas, vous êtes resté sur Talend, vous Parce que tu avais des sujets d'interface. Alors déjà. Pardon. Parce que tu avais des sujets aussi d'interfaçage interapplicatif. Et pas des. Tu avais d'autres sujets qui étaient là, et des fois l'outil était déjà là aussi pour d'autres choses, donc tu réutilises ce qui était présent. Il y avait les deux situations. Et aussi peut-être parce qu'il y a aussi une expertise forte sur Talend chez Commit. Et les sujets. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a tous faim et soif. Donc, je voulais tous vous remercier d'être venus à cet événement qu'on a organisé comme on pouvait, et on a eu pas mal de couacs, je vous avoue. Donc, merci d'être présents, on apprécie beaucoup. J'espère que les présentations que vous avez vues, vous avez pu en tirer un peu de valeur et d'intérêt. N'hésitez pas à venir nous voir après si vous avez des questions, parce que comme je vous l'ai dit, on a fait une présentation assez high level des choses. On n'a pas forcément voulu rentrer trop dans la technique pour que ça reste digeste. Donc, il y a peut-être des choses qu'on a ratées, et si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Voilà, très bonne soirée, et au revoir tout de suite.